Bonjour, bienvenue dans ce cours qui sera consacré au management et qui se déroulera en 2 semestres. Cette première séance sera consacrée à une brève histoire de la pensée managériale. Alors l'examen de la littérature nous a permis de retracer les origines du management qui remontent à l'Antiquité et plus précisément au début de la dynastie de Babylonie. En Babylone, le code de Hammurabi c'était le roi de la Babylonie. Le code de Hammurabi est envisagé comme un système de bonnes pratiques au service de la bonne gestion de la société et de sa pérennité. Par ce code, Hammurabi a établi le principe qu'un chef de projet est responsable de ses ouvriers et que chaque ouvrier ne fait qu'exécuter le plan et suivre les ordres. Aussi, selon les règles de Hammurabi, l'administration publique avait beaucoup de caractéristiques de la bureaucratie. Hammurabi a réalisé ce que Max Weber a décrit plus tard comme un phénomène bureaucratique moderne. En Égypte ancienne, nous avons découvert le premier système de qualité documenté sur Terre, qui contenait des procédures détaillées qui doivent être suivies pour préparer le corps des morts pour l'au-delà. En termes méthodologiques, les Égyptiens utilisaient la gestion à travers la prévision, la planification du travail, la division du travail, la départementalisation, la création d'une autorité centrale, la coordination et le contrôle. Et ceci nous rappelle l'histoire de Sayyidna Youssouf et le roi de l'Égypte à l'époque. Ça nous rappelle l'histoire de Al-Baqarat al-Ijaf. En Égypte ancienne, ils ont pu développer des outils permettant de vérifier l'absence ou la présence des ressources humaines. Et sur cette base, les Égyptiens sont les premiers à établir un lien entre le comportement des travailleurs et le système de rémunération. Donc, ils ont mis les bases du système de rémunération individuelle ou bien le système de rémunération différencié. En Chine ancienne, nous citons le livre célèbre du général Sun Tzu, qui s'appelle L'art de la guerre, et qui parle de la stratégie militaire. Alors si on prend ce livre et on remplace le mot ennemi par concurrent, le mot campement par le mot marché ou bien le mot soldat par salarié, le livre sur la stratégie militaire, il se transformera en livre de stratégie d'entreprise. On peut citer également le philosophe Confucius, pour qui l'obéissance et le respect sont les clés de la réussite et qui sont nécessaires bien sûr à la conduite des ouvriers. Chez la Grèce antique, nous citons par exemple Platon. Dans son livre La République, il décrit les sources du pouvoir absolu. Platon est considéré comme étant l'ancêtre de la notion de pyramide, qui a été largement reprise par les auteurs de l'école classique de management. Par cette pyramide, il décrit les 3 classes que forme la société, les gouvernants, les gardiens et le peuple. Et ces classes sont en situation de dépendance mutuelle qui nécessitent des arrangements entre eux fondés sur des lois que seule la confiance et la légitimité permettraient de faire appliquer. Alors, à partir de là, Platon est considéré comme étant à l'origine des principes de l'OST, l'Organisation scientifique de travail, qui va apparaître vers le début du XXe siècle, c'est-à-dire à l'origine de la division de travail, à l'origine de la spécialisation et aussi à l'origine de la distinction entre la conception et l'exécution. On peut citer également Aristote, qui va parler du bien vivre, Aristote qui privilégie la recherche du juste milieu par la recherche du consensus, en soulignant que la démocratie favorise de façon importante la qualité des décisions prises.
La deuxième période qui a marqué l'histoire du management est celle qui a débuté avec la révolution industrielle. Mais avant d'en parler, on va s'arrêter un peu sur ce qui s'est passé avant. Avant la révolution industrielle, très peu d'études, très peu d'attention était accordée au développement des concepts, car la préoccupation majeure était la survie des organisations. Cependant, les écrits d'Al-Farabi sur la gestion de l'État, dans lesquels il décrivait la notion de hiérarchie et les traits essentiels de l'homme d'État, ce qui nous rappelle les principes de la théorie du leadership. On cite également Nicolas Machiavelli pour avoir développé dans ses grandes lignes les principes du leadership et du pouvoir applicables encore aujourd'hui, tant dans un État que dans les grandes entreprises. On peut citer également Richard Arkwright, qui développa la théorie de l'impact de la coordination et de la coopération sur le processus de production. Toutefois, il faut préciser qu'avant la révolution industrielle, les dirigeants étaient pour la plupart des artisans commerçants ou simplement des commerçants. Leur tâche première était de surveiller et de pousser leurs ouvriers à l'effort sans relâche. Et le salaire offert à l'époque était dans la majorité des cas un salaire de subsistance. Mais avec la révolution industrielle, vers la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, on assiste à un engouement pour la machine, les sciences et le principe de rationalité. En cette période, on peut citer par exemple Max Weber, qui s'est intéressé en particulier à ce qui rend acceptable un ordre de la part d'une personne envers d'autres. Il fonde l'organisation dite bureaucratique qui constituera alors l'idéal type à viser pour garantir l'efficacité. Le fonctionnement bureaucratique, selon Max Weber, repose sur plusieurs principes, dont la répartition hiérarchique des emplois clairement définie, tout comme la sphère de compétences pour chaque emploi. Et aussi, pendant cette période-là, on va commencer à voir émerger quelques écrits qui décrivent le profil du manager. C'est quelqu'un qui prévoit, qui organise, qui commande, qui coordonne et qui contrôle. Mais on ne l'appelait pas à l'époque manager, on l'appelait tout simplement dirigeant. On va attendre jusqu'au début du XXe siècle pour assister à un engouement pour la machine, les sciences et la rationalité. Et là, on va citer Frederick Taylor, qui propose le concept d'organisation scientifique de travail. Celui-ci repose sur la décomposition du travail en gestes élémentaires chronométrés et organisés rationnellement pour former une chaîne de production. Parallèlement, Henri Fayol propose une approche similaire avec un même souci de précision et de rationalité à l'administration et à l'organisation bureaucratique. Il amène les concepts de systématisation du travail du dirigeant, de la prévision jusqu'au contrôle en passant par les décisions. On parle dans ce cas d'un management mécaniste qui va dominer les 30 années glorieuses qui vont suivre la Deuxième Guerre mondiale. Et cette approche a été ensuite contestée par des auteurs qui disaient d'une part que ce sont les interactions entre les membres d'une organisation qui prévalaient, non pas les individus, et que la gestion se pratique dans un contexte de rationalité limitée selon Herbert Simon. D'autre part, la deuxième contestation est celle de l'école des relations humaines. Les principes de cette école ont été repris par plusieurs auteurs, notamment MacGregor, Likert, etc. La conception de l'école des relations humaines va constituer un changement paradigmatique pour le management, résumé par la célèbre opposition faite par MacGregor entre une théorie dite X, où l'homme est considéré comme paresseux et stupide, et une théorie Y, où l'homme souhaite contribuer à
l'organisation du travail, si l'organisation lui en donne les moyens. De là vont découler les études sur la décentralisation, la responsabilisation, l'empowerment, mais aussi sur la fixation des objectifs, qui permettent, selon Drucker et ses disciples, de mobiliser le potentiel des individus. Taylor, avec Fayol et l'école des relations humaines, partagent une attitude élitiste et un management qui doit être entièrement décideur. Les collaborateurs doivent être écoutés et reconnus. Pour autant, cela n'implique en rien un système participatif qui concernerait les décisions. Et pendant cette période-là, on va commencer à parler d'un management humaniste qui donne l'importance à la motivation et à la reconnaissance au service de la productivité. Pendant les années 60, va se développer la pensée stratégique, diffusée déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui incarne la relation que les organisations doivent construire avec le monde qui les entoure, et en particulier vis-à-vis des concurrents et des clients. Cette réflexion managériale avait pris la forme de ce que les théoriciens allaient appeler la contingence. Les années 60 ouvrent donc l'ère de la décision et de la stratégie. Grâce en particulier à l'influence des grands cabinets de stratégie, par exemple le BCG, le Boston Consulting Group, vont apparaître et se systématiser les grilles d'analyse de portefeuilles de produits, de la gestion de la diversification, de la courbe d'apprentissage, appuyées souvent sur les grilles SWOT développées pendant l'avant-guerre mondiale. Ensuite, vont apparaître les écrits sur le marketing mix, souvent attribués à Philip Kotler, l'auteur des fameux 4P, produit, prix, place, promotion, qui offre une manière élégante et structurée de réfléchir à la relation entre l'entreprise et ses clients. Plus tard, Michael Porter viendra formaliser les grilles d'analyse stratégique grâce aux notions de chaîne de valeur, d'avantages concurrentiels et de stratégie générique. À partir des années 70, le monde sera marqué par des mutations profondes issues de la globalisation, de l'innovation et des crises, que ce soit économiques, environnementales, sociales ou politiques. Ces mutations vont continuer à transformer durablement l'environnement des entreprises. Ainsi, de nouveaux problèmes vont émerger, obligeant les entreprises à repenser leurs pratiques de management. Les entreprises les plus performantes seront celles qui avaient placé l'homme au centre de leurs intérêts. Un nouveau type de management, appelé management humain, voit le jour, reposant sur des valeurs comme l'écoute, la confiance et la reconnaissance. Les entreprises les plus performantes seront celles où les salariés sont les plus heureux de travailler, où on trouve un haut niveau de confiance et où on trouve un climat de travail convivial et où les salariés se sentent fiers d'y travailler. La qualité des relations que les salariés ont avec l'encadrement est aujourd'hui un indicateur efficace de performance pour les entreprises. Cette approche souligne l'importance essentielle de l'humain dans la performance des organisations et le rôle fondamental de l'écoute et de la reconnaissance et de la confiance. Les années 80 vont marquer un renversement du management qui va entrer en crise. D'une part, la thèse de Herbert Simon sur la rationalité limitée se diffuse et met en lumière l'impossibilité pour les individus à traiter l'infinité d'informations engendrées par les situations de gestion. À cela s'ajoute l'accélération des changements technologiques et sociétaux,
les consommateurs qui ont atteint un état de satiété dont les goûts deviennent de plus en plus fluctuants, et enfin, les aspirations démocratiques des individus face au travail. D'autre part, le management se doit de mobiliser davantage les subjectivités pour profiter des capacités d'innovation et d'adaptation des personnes dans un monde où les procédures ne suffisent plus. Il s'agit alors de trouver dans ses collaborateurs les ressources pour créer un avantage concurrentiel. C'est l'approche dite Resource-Based View de Penrose. Il faut donc mobiliser ses collaborateurs qui sont de plus en plus résistants aux règles et plus contestataires. Pour cela, apparaît en particulier le phénomène du leadership. Ce nouveau mode de management est davantage affectif, où le manager est devenu psychologue et séducteur. À partir des années 90 et surtout après l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la multiplication de l'information fait apparaître la nécessité de développer des outils permettant de donner sens à cette information, en plus de la collecte et de l'analyse. Ce sont les deux aspects du knowledge management, collecter et analyser. Les systèmes de collecte et de mise à disposition de l'information se sont déjà multipliés grâce au déploiement vers la fin des années 80 des ERP. En plus, les managers, plus informés et sensibles aux intérêts des différentes parties prenantes, pourront alors s'engager dans une course à l'innovation. Le management devient ambidextre, reprenant l'injonction paradoxale formulée par James Marsh, à la fois explorer et exploiter. Explorer de nouvelles opportunités, mais également exploiter les opportunités déjà existantes. C'est-à-dire que l'entreprise doit à la fois explorer de nouvelles compétences, comme elle peut développer en même temps et simultanément développer les compétences déjà existantes. Et pour maintenir cette ambidextrie, les organisations doivent devenir apprenantes. Aujourd'hui, plus que jamais, les technologies numériques font partie de notre quotidien et ont immanquablement modifié les comportements. Aucune entreprise, quel que soit le secteur dans lequel elle opère, et quelle que soit sa taille, ne pourra échapper à la révolution digitale. Certes, la technologie évolue considérablement avec l'avènement du cloud, des big data, de la blockchain et de la microfinance. Mais ce qui est marquant, c'est que l'entreprise se trouve face à une clientèle de plus en plus connectée et de plus en plus informée. L'entreprise n'a d'autre choix que de s'adapter à cette clientèle aux comportements différents de celles qu'elle connaissait déjà. La transformation digitale de l'entreprise lui impose un nouveau mode organisationnel beaucoup moins vertical et moins militarisé, par contre plus aplati, fonctionnant en mode projet, mais en même temps plus ouvert sur son écosystème. Clients, fournisseurs, État, médias, etc. Les avantages de ce nouveau mode d'organisation sont multiples. Le gain de temps, l'augmentation du rythme des innovations, l'implication et la mobilité de l'ensemble des collaborateurs et la multicompétence. Les technologies numériques transforment profondément le rôle du manager en un architecte de la création de valeur au sein de l'entreprise. En effet, il passera plus de temps à analyser et à modéliser. Par exemple, le responsable des ressources humaines d'une entreprise qui consacrera plus de temps au social, à la gestion des carrières et des compétences et à la formation qui sont le cœur de son métier plutôt qu'à la paix et à la gestion des retards. Si la pratique de management est aussi vieille que l'humanité, le management tel que nous l'entendons aujourd'hui est une discipline récente. Le management est le mot magique des années 60, souvent utilisé pour expliquer la performance des entreprises. Toutefois, si ces pratiques ont beaucoup évolué, les paradigmes managériaux demeurent inchangés. Certes, les niveaux hiérarchiques se sont réduits, mais les processus décisionnels restent identiques. C'est toujours le chef qui décide. Si l'on demande
aux collaborateurs d'être plus autonomes et force de proposition, les outils de management sont toujours descendants. Les salariés sont sans nul doute mieux formés et plus compétents, mais on attend toujours d'eux qu'ils restent dans le cadre de leur description de poste. Et la stratégie reste encore le privilège du top management. Le manager doit mettre en œuvre des moyens techniques, financiers et humains pour accomplir sa tâche et réaliser les objectifs de cette dernière. Sa mission s'articule autour de 4 activités: planifier, organiser, diriger et contrôler. Ces concepts sont devenus des maîtres mots pour un individu qui gère ou qui aspire à gérer une entreprise ou une organisation. Le management est la manière de conduire une organisation, de la diriger, de planifier son développement, de la contrôler, qui s'applique à tous les niveaux de ces domaines d'activité. C'est une série d'activités intégrées et interdépendantes. L'objectif du management donc est l'optimisation des ressources et des moyens pour obtenir un résultat. On parle donc d'un management global. C'est à partir de là que l'objectif de notre cours est d'aider et de permettre à l'étudiant de savoir mettre en œuvre des moyens techniques, financiers et humains pour accomplir sa tâche et réaliser les objectifs de son organisation. Sa mission donc s'articulera autour de 4 activités: planification, organisation, direction ou bien activation et le contrôle. Comme j'ai dit au début, notre cours se déroulera en 2 semestres. Pendant ce premier semestre, nous allons voir les points suivants. Dans un premier temps, nous allons nous arrêter sur la notion d'organisation, pourquoi s'organiser et comment s'organiser. Ensuite, on va s'arrêter sur la diversité des organisations, on va essayer de distinguer entre les organisations par leur finalité. Ensuite, l'analyse de l'environnement. Qu'est-ce que c'est que l'environnement? En 4e lieu, on va s'arrêter sur la définition de l'offre d'une organisation. Comment une organisation définit son offre? Qu'est-ce que c'est qu'une offre déjà? Ensuite, on va s'arrêter sur le cadre théorique de l'organisation de la production pour passer après à la mise en place d'un système de production. Qu'est-ce que c'est qu'un système de production? Quels sont les différents systèmes de production et comment mettre en place un système de production. Pour atteindre ses objectifs et réaliser son offre, l'organisation a besoin de compétences. Dans ce cas-là, avant de s'arrêter sur comment trouver les compétences, on va d'abord s'arrêter sur quelles sont ces compétences et quels sont leurs rôles. Pour terminer enfin par comment motiver les compétences. Pour approfondir vos connaissances, je vous suggère 3 ressources. Bien sûr, dans un premier lieu, vous avez les livres. Les livres sont incontournables pour l'étudiant qui veut se perfectionner. D'abord, vous avez le livre qui s'intitule Le management pour les nuls. Vous avez également le livre qui s'intitule Le management stratégique de l'entreprise, édition Que sais-je. Vous avez également le livre Management, stratégie et organisation de Kalika, Orsoni et Elfer. Il y a aussi le livre qui s'intitule Le management, édition Que sais-je de Raymond Alain Thiétard. Et enfin, et ça c'est un livre très important, il s'intitule Le management, voyage au cœur des organisations de Henri Mintzberg. En deuxième lieu, vous avez les magazines, par exemple Challenge Hebdo, Food Magazine, et ce sont des magazines marocains. Vous avez également Capital et Management. Et en dernier lieu, vous avez les sites web, par exemple Les Échos, Essor Magazine, le site de l'HCP, c'est-à-dire le site du Haut Commissariat au Plan. Vous avez également le Journal du Net, L'Économiste et La Vie économique. À bientôt!